En mathématiques ou en physique, on est souvent amené à faire des changements de coordonnées ou des changements de variables, l'un ou l'autre se disent. Donc c'est important d'arriver à comprendre comment cette opération de changement de coordonnées fonctionne. Alors pour l'étudier, on va se placer dans le plan parce que c'est un peu plus simple et ça allège les notations. Donc le plan est rapporté à un système de coordonnées x et y qu'on peut supposer orthonormé. Et on va faire définir un changement de variable, ça va être se donner deux fonctions, grand U et grand V, qui au couple de coordonnées x et y vont associer les nouvelles coordonnées U et V, au couple de variables x et y vont associer les nouvelles variables U et V. Pour que le changement de variable soit intéressant, il faut qu'il y ait une correspondance bijective entre x, y, entre le couple x, y et le couple UV. Donc il faut que pour un point donné, on ait uniquement un système de coordonnées dans un système ou dans l'autre. Donc quelle est la conséquence de ça? La conséquence, ça va être qu'il va exister deux fonctions réciproques de grand U et grand V, donc je viens de noter qui et psi, qui, à U et V, vont associer les coordonnées initiales x et y. Pour un souci qu'on verra, pour des raisons techniques qu'on verra après, on va supposer que les fonctions qui et psi sont indéfiniment différenciables sur leur domaine de définition. Ici, j'entends par domaine de définition les domaines respectifs où elles sont bijectives. Alors, on pourrait les prendre simplement de classe C1, donc continuellement différenciables, mais là, j'ai mis des indéfiniment différenciables, juste pour simplifier. Parmi tous les changements de coordonnées, lesquels sont les plus importants? Le premier, le plus important, c'est probablement un changement de coordonnées linéaires. Donc on va passer un peu de temps à voir comment ce type de changement de coordonnées fonctionne. Alors dans un premier temps, on a des coordonnées initiales. Donc je dessine ici mon système de coordonnées initiales. Donc on a un axe des x et un axe des y. Je représente ça en rouge. Et on peut tracer différentes droites caractérisées par x égale constante ou y égale constante. Donc la droite verticale qui est là, elle est caractérisée par x égale à 0. Je peux dessiner une droite ici, x égale 1, x égale 2, donc x égale 1, x égale 2, ainsi de suite. De la même façon, on peut dessiner un réseau avec y égale 0, y égale 1 ici, y égale 2. La droite y égale 0, elle avait déjà été tracée, c'était l'axe des x. Ça nous définit un pavage dans le plan avec une maille fondamentale dont l'aire est représentée ici, et l'aire de cette maille, elle va être égale à 1. Une transformation de coordonnées linéaires, ça veut dire qu'au couple XY, on va associer un couple UV donné par une application linéaire, donc ici alpha x plus bêta y, gamma x plus delta y, donc la matrice c'est la matrice alpha bêta gamma delta. Si je regarde ce qui se passe pour les courbes x, u égale constante ou v égale constante, u égale constante, ça va être donné par alpha x plus bêta y égale constante, donc ça va être l'équation d'une droite. Donc le nouveau système de coordonnées va être caractérisé par des droites parallèles. Ici, je suis en train de tracer les droites qui correspondent à la situation v égale constante. Et dans la direction qui est donnée ici, on va avoir les droites qui vont correspondre à u égale constante. On a pris les constantes, ça va être 0, 1, 2 sur le dessin que j'ai fait. Et donc on fait apparaître ici une maille élémentaire que je hachure en bleu. Et une question qui est intéressante de se poser, c'est de voir comment la maille initiale qui avait une R1, une R égale à 1, va être transformée en une nouvelle maille qui a clairement ici une R différente. Alors pour déterminer la nouvelle aire de la maille élémentaire qu'on a introduit, on a besoin de connaître les coordonnées des vecteurs que je trace ici. Donc le premier vecteur qui est situé ici, il va être caractérisé par une valeur de U qui est égale à 1 et V est égal à 0. Donc ça va nous caractériser ce vecteur-là. Donc si dans l'expression qui est là, je fais U égale 1 et V égale 0, ça me définit un vecteur E1 qui va être égal à AC dans les anciennes coordonnées.
De même, le vecteur qui est situé ici, ben, il va être caractérisé par U égale 0 et V égale 1. Et donc ça va nous donner un vecteur E2, U égale 0, V égale 1, qui va être égal à BD. On a deux vecteurs E1 et E2. Comment faire pour avoir l'aire du parallélogramme construit sur E1 et E2? Ben, il suffit de calculer le déterminant construit sur ces deux vecteurs. Donc l'aire va être donnée par le déterminant construit sur AC et BD. Et ce déterminant, ben, c'est égal à AD moins BC. Alors pour AD moins BC. Pour être sûr de ne pas avoir de problème, on ne voit pas très bien mon D ici, mais c'est vraiment un D. Et pour être sûr d'avoir une R qui soit positive, on va prendre des valeurs absolues sur tout ça, et donc ça nous donne l'aire de la nouvelle maille élémentaire qui est égale à AD moins BC en valeur absolue. Donc on a compris comment fonctionnait un changement de coordonnées linéaires à un réseau de droite parallèle qui était le réseau initial XY. Ben de ce réseau-là, donc on passe à un réseau de droite aussi parallèle, mais éventuellement avec une organisation un peu plus compliquée. Parmi tous les changements de coordonnées qui peuvent intervenir dans les applications, en général on est intéressé à avoir si on a déjà défini un produit scalaire, donc si on sait déjà ce que c'est que les mots orthogonalité, de conserver cette orthogonalité, de conserver l'orientation, conserver les angles, conserver les distances. Pour réaliser ça, la seule transformation dans le plan qui le permet, c'est la rotation. Donc si on a un système de coordonnées XY qui est représenté ici, un changement de coordonnées qui préservera les angles et les distances, ce sera une simple rotation d'angle phi. Et on a donné sur cette diapositive l'ensemble des expressions algébriques qui caractérisent cette rotation. Donc U égale cosinus phi x plus sinus phi y, V égale moins sinus phi x plus cosinus phi y, et les transformations réciproques qui sont données ici. La transformation, elle est évidemment bijective puisque le déterminant cos carré phi plus sinus carré phi est égal à 1. Passons maintenant au cas général, donc où l'on a un réseau au départ XY de coordonnées orthogonales, et puis on passe à des coordonnées U et V quelconques. Alors on ne peut pas faire une étude globale, donc on va se contenter d'une étude locale. Donc on se place au voisinage d'un point U0, V0, et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Ben, comme on a supposé que chi et psi étaient différenciables, on peut faire un développement limité au voisinage de ce point. Le développement limité a été écrit ici. Les termes en petit o sont des termes donc négligeables devant les termes qui apparaissent ici. Donc une écriture approchée de l'expression qui est représentée ici, ce serait d'écrire x moins x0, y moins y0, avec x0, y0 égale à chi de u0, v0, psi de u0, v0, est égal à la matrice J fois les vecteurs u moins u0, les coordonnées u moins u0, v moins v0. La matrice J elle est constituée de 4 coefficients, A, B, C, D, et l'expression du développement limité montre que A, B, C, D s'exprime à l'aide des dérivées partielles de chi et de psi par rapport aux coordonnées U et V. Donc, localement, quand est-ce qu'on aura une transformation bijective? Ce sera quand le déterminant de la matrice qui est là sera différent de 0. Donc, lorsque ce AD-BC, donc qui s'exprime uniquement avec les dérivées partielles, est différent de 0. On a vu que ce déterminant de cette expression AD-BC qui réalisait une transformation de coordonnées linéaires, elle avait une interprétation géométrique importante, c'était l'aire du maillage élémentaire. Voyons comment ça se traduit pour un cas général. Donc ici, au voisinage du point U0, V0, j'ai dessiné différentes courbes. Donc ici, c'est l'axe des U, donc c'est la courbe V égale V0 par exemple, donc axe des U. Et ici, ça va être la courbe U égale U0, donc c'est l'axe des V. Et puis là, U égale U0 plus une petite valeur epsilon,
U0 plus 2 epsilon, etc. On voit que l'on fait apparaître une maille élémentaire qui apparaît ici. Cette maille est évidemment plus tout à fait rectangulaire, mais on peut avoir une expression approchée de son aire. Et quel sera l'aire de cette maille? Ça va être simplement la valeur absolue du déterminant de la matrice jacobienne. Ça, c'est ce que nous montrent nos résultats sur le cas linéaire. Si on a donc ici, c'est intéressant uniquement lorsque les U-U0 et V-V0 sont très petits. Donc en général, on utilisera ce résultat en disant que pour U-U0 et V-V0 infiniment petits, l'aire élémentaire construite sur U-U0 et V-V0 est égale à déterminant de J fois les produits U-U0 fois V-V0. Donc voilà pour l'interprétation géométrique de la transformation. Alors en conclusion de cette présentation sur les changements de coordonnées, donc on a dit que c'était très important, j'ai donné beaucoup de définitions, mais il faut retenir quand même quelque chose de fondamental. Donc premier point, lorsqu'on fait un changement de coordonnées, il faut se méfier des points singuliers. Vous connaissez le changement par exemple coordonnées cartésiennes, coordonnées polaires planes, le point origine est un point singulier, en ce point-là la transformation n'est pas bijective. Comment faire pour déterminer les points qui sont singuliers? Il y a un outil qui est très utile, c'est la matrice jacobienne. Lorsque son déterminant va s'annuler, on sait que la transformation ne sera pas bijective, donc potentiellement sera source de problème. Et lorsque le déterminant est différent de 0, la valeur de ce déterminant nous donne une information supplémentaire, il nous caractérise la façon dont l'aire élémentaire du pavage qu'on construit comme ça dans le plan il va caractériser donc l'expression de cette aire élémentaire des différents pavés qui interviennent sur le plan.